Heureux donc de vous retrouver ce vendredi 18 octobre 2024 pour la dernière livraison de la semaine de For You Matin, qui, vous le savez, est une production de la rédaction centrale de For You Media Africa. Et donc, pour le cadre de cette émission et cette semaine, je n'en suis que le porte-parole, un porte-parole fier, mais tout à fait humble et conscient des responsabilités qui sont les siennes. For You Matin, c'est également l'interactivité avec l'ensemble des téléspectateurs disséminés dans les 4 coins de la planète et du globe terrestre. Vous avez donc dans la demi-heure qui va suivre les codes d'accès qui vous permettent de participer à cette émission ce vendredi. Vendredi, dernière livraison de la semaine. Vous pourrez donc nous rejoindre et participer à ce programme en toute responsabilité, mais également en toute élégance. L'élégance d'ailleurs qu'on connaît et qu'on reconnaît aux Africains et aux panafricanistes qui ont toujours le verbe soft et le ton justifié pour pouvoir porter leurs arguments dans la discussion et le débat. Ce matin, comme je vous l'annonçais dans un instant, nous démarrons dans l'AES au sein de l'Alliance des États du Sahel, désormais réunis en confédération, et cette mesure du président nigérien, le général Tiani, qui endogénise donc la production de blé, la production de céréales en tout cas, et qui est désormais destinée au marché local. L'objectif est de faire face aux pénuries alimentaires dont a été victime le Niger par le passé, rajouté au contexte de changement climatique et des inondations récentes qui ont abîmer des hectares et des hectares de production locale. Le pays a donc décidé de placer son peuple au centre de ses préoccupations, une mesure qu'avaient déjà initiée et adoptée ses camarades de l'AES, le Mali et le Burkina Faso. Quelle peut être la portée d'une telle mesure? Pour en parler ce matin, nous allons tenter tout de suite et maintenant la connexion avec notre premier invité en plateau ce matin. C'est un expert réputé et connu sur ses antennes. Henri Atangana est analyste socio-politique, fin connaisseur du continent africain et des dynamiques géopolitiques qui le travaillent et dans lesquelles le continent se meut ces derniers temps. Il est militant panafricain et panafricaniste convaincu et convaincant d'ailleurs. Henri Atangana intervient à cette émission depuis la Belgique où il est résident. Henri Atangana, bonjour et merci pour la disponibilité. Bonjour. J'espère que vous me recevez. La connexion s'est correctement effectuée. Oui, je vous remercie de m'inviter une fois de plus. Ça fait partie de l'effort à la lutte que nous menons. Et cette lutte n'est pas simple, elle nous demande des sacrifices. Et je suis un de ces combattants qui aime le sacrifice. C'est ça qui justifie le combat. Je vous remercie de m'avoir invité. Je dis bonjour à tous les panafricanistes qui nous suivent et qui nous font le plaisir d'apprécier nos analyses. Encore une fois, merci de m'avoir invité sur For You Media Africa. C'est nous qui vous remercions et croyez bien que nous mesurons le sacrifice bien avant les téléspectateurs et le public africain auquel ce sacrifice est d'ailleurs destiné. Et nous sommes conscients de la fertilité du sol dans lequel ce sacrifice est ensemencé. C'est d'ailleurs pour ça que nous réveillons tous les matins malgré les contraintes, malgré les difficultés qui peuvent parfois être les nôtres, parce que précisément, nous sommes convaincus de ce combat que nous avons décidé de mener ensemble. Nous serons sûrement rejoints dans le milieu de cette émission par un autre combattant qui lui aussi met le même niveau de sacrifice à participer à cet effort de guerre, on va le dire comme ça. C'est chez Elou Lawson qui nous fait la promesse effectivement de nous rejoindre dans le creux de cette émission. Ceci dit, Henri Atangana, j'imagine que c'est tout heureux que vous accueillez la mesure du président nigérien, le général Tiani, de destiner exclusivement la production de céréales de son pays au public et au peuple nigérien qui est demandeur. Et c'est d'ailleurs à se demander comment un pays comme le Niger fait avec ses millions de kilomètres carrés de terres arables pour être victime de pénuries alimentaires comme on l'a souvent connu ces dernières années. Oui, en effet, c'est une mesure d'urgence. Une mesure d'urgence qui est prise, à mon avis, parce que
ils sont victimes de pénurie et ils doivent régler le problème assez rapidement. Et la première mesure qu'on peut prendre dans ce genre de situation est justement empêcher l'exportation des matières qui peuvent se retrouver en pénurie. Et ça permet d'écouler la production localement, comme ils sont dans un État, dans une confédération. La mesure est prise pour les 3 pays des États de l'Alliance du Sahel. Alors, ça oblige, au lieu qu'il y ait des fuites de production à l'extérieur des frontières, les productions vont s'écouler à l'intérieur des frontières. Ça va ainsi, euh, 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 selon la célèbre formule de l'offre et de la demande, ça va amplifier l'offre à l'intérieur du pays, donc diminuer les prix. Et je crois que c'est ça qu'ils ont pris comme mesure, même si je peux conseiller que ce sont des mesures qu'il ne faut jamais garder à long terme. Ce sont des mesures qui sont des mesures, moi j'appelle ça des mesures de transition, parce que c'est en situation d'urgence. Et comme vous venez de le dire en termes de votre propos, ce sont des pays africains qui ont des centaines de millions de terres arables. Comment on en arrive là? La question ne se pose pas que pour eux. Vous vous souvenez que dans beaucoup de pays africains, il y a eu ce genre de problèmes. Et ce genre de problèmes sont dus au fait de la non-maîtrise de notre économie. Et vous allez voir dans nos pays du sud du Cameroun, dont vous êtes originaire comme moi, et quand on s'appelle Mbarga, on est forcément le cousin de la Tangana. Et c'est pas plus mauvais que ça. Donc, dans nos suds, les gens parfois cultivent le cacao au détriment et ils se retrouvent en pénurie alimentaire en cultivant le cacao. Alors, et les gens ne comprennent pas forcément le problème. C'est-à-dire que les gens vont aller cultiver ce qui va leur apporter de l'argent, d'accord. Mais quand ça leur apporte cet argent-là, ça ne suffit pas pour qu'ils puissent s'alimenter. Surtout que la notion d'argent chez nous est une notion bizarre. Et là, on fera un débat sur le franc CFA et ses effets. Parce que quand on ne comprend pas la monnaie et ses effets, on ne comprend pas ce qu'il s'y passe. Parce on pourrait raisonner simplement en disant, mais s'ils produisent et qu'ils vendent, ils prennent de l'argent, ils peuvent acheter les produits alimentaires. Absolument. Donc, voilà, ça c'est un raisonnement qu'on peut avoir, mais c'est un raisonnement simpliste. D'abord, il ne faudrait jamais oublier que en géopolitique, le fait d'avoir un fournisseur vous rend dépendant de ce fournisseur du point de vue géopolitique. Ouais, mais ça, c'est des petits détails dont on ne se rend pas compte. Qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine? Je vais prendre un exemple de compréhension. Qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine? Pourquoi est-ce qu'on a bombardé Nord Stream? On suppose qu'il a bombardé. C'est pour que l'Europe, qui achète cette énergie russe, ne devienne pas géopolitiquement dépendante de la Russie. Donc, soumise à la Russie. Donc, faites attention, à partir du moment où vous êtes dépendant en consommation d'un pays extérieur, même si vous avez les moyens de payer, vous devenez, du point de vue politique, géodépendant du producteur. Il ferme le robinet, et voilà. Là, nous sommes en train de... Ça, j'ai pris le cas le plus flagrant. Alors, en économie et en finance, je pourrais vous en parler des heures, des cas comme cela dans l'histoire. Alors, imaginez quand vous devenez dépendant du point de vue alimentaire. Vous vous retrouvez avec de l'argent, mais impossible de payer les produits. L'argent que nous avons dans ces pays-là, qui en est le propriétaire? La France. Alors, qui décide des masses monétaires qui circulent dans votre pays? La France. Donc, qui décide de l'inflation? Absolument. Pour on comprend, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous achetez à l'intérieur de votre pays avec la monnaie d'un autre, c'est quelqu'un d'autre qui décide de l'inflation. Donc, du prix d'achat. Alors, il faut être très peu dépendant de l'extérieur pour pouvoir avoir le contrôle du prix d'achat. Mais je peux juste conseiller que la mesure soit transitoire. C'est-à-dire qu'en fait, parce que quand on est nationaliste comme ça, le gouvernement, ces 3 pays-là doivent faire des efforts
pour mécaniser l'agriculture dans ces régions de façon à augmenter la productivité. Qu'est-ce qu'on entend par productivité? C'est-à-dire, c'est la production par personne. C'est de ça que nous souffrons en Afrique. Vous ne pouvez pas continuer à penser que vous pouvez grandement produire avec une machette. Non, ce n'est pas possible. Oui, maintenant, avec le prix du cacao qui monte et la politique de Paul Biya qui a poussé la répercussion du prix extérieur au prix intérieur, ça devient aujourd'hui possible au Cameroun de gagner 400 000 francs CFA par mois avec un hectare de cacao. Alors tous ces gens qui sont en ville, qui ont oublié le champ de cacao de leurs grands-parents, au prix où je vois le cacao au Cameroun, il est plus important d'être au village, oui, parce qu'avec un hectare de cacao, avec un kilo de cacao à 5 000 francs CFA par mois, on a une valeur moyenne. Avec une machette, on peut plus ou moins s'en sortir. Mais c'est vite dit, parce qu'en réalité, ce n'est pas la quantité d'argent que vous avez qui conditionne votre niveau de vie. C'est le rapport entre la quantité de l'argent que vous avez et le pouvoir d'achat. Et ce pouvoir d'achat est conditionné par l'inflation. Ah oui. C'est-à-dire que plus le produit coûte cher, même si vous avez beaucoup d'argent, voilà. Une inflation qui est pilotée par l'initiateur de la monnaie qu'on utilise localement, le franc CFA. Et donc, puisque c'est lui qui décide du volume monétaire. Sur les entrées des devises dans ces pays-là qui peut effectivement impacter sur le niveau d'inflation. Quand le général Tiani prend la mesure d'interdiction d'exportation des céréales, ça concerne toutes les variétés de céréales dont le Niger est un grand producteur, jusqu'au niébé, le sorgho, le blé, le haricot, et qui ont souvent ravitaillé le grand voisin nigérian notamment. Ça interdit les exportations vers d'autres pays en dehors des pays de l'AES dans le but de sécuriser l'approvisionnement local. Ça fait donc aussi que le Niger et les pays de l'AES acceptent et assument de se priver des devises qu'ils auraient pu engranger par l'exportation. Peut-être c'est aussi ce qui explique le caractère transitoire de cette mesure. C'est une transition qui doit mener à quoi? Ok. Donc, vous avez dit quelque chose de très bien. Le pays accepte de se priver des devises inhérentes à ses ventes. On va s'arrêter là quelques instants. Quand ils vendent ces céréales, ils vendent à qui? C'est la première question. Quand ils vendent dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, ils n'obtiennent pas les devises. Ils obtiennent le franc CFA. Puisque s'ils vendent en Côte d'Ivoire, ils vont vendre en franc CFA. Pour la compréhension de nos téléspectateurs et nos téléauditeurs, on parle de monnaie dans un pays. Par exemple, quand un Américain aux États-Unis, pour lui, le dollar est une monnaie, mais l'euro est une devise. Très bien. Donc, quand vous êtes en zone CEMAC, que vous êtes un pays de l'Afrique de l'Ouest, prenons un pays de l'AES, et que vous vendez en Côte d'Ivoire à côté, vous recevez quoi? Le franc CFA, dont là, vous ne recevez pas de devise. Attention. Vous ne recevez des devises que quand vous dites là que vous vendez au Nigeria. Parce que le Nigeria, lui, il a le Naira. Le Naira. Voilà. Donc, à ce moment, vous allez négocier avec le Nigeria de savoir si vous acceptez le paiement en Naira ou alors vous acceptez le paiement en dollars. Vous savez très bien que les gens utilisent beaucoup le dollar en monnaie internationale. Parce qu'on peut faire un grand débat et constituer des réserves de dollars. Très bien. N'oubliez pas non plus que nous sommes en zone CFA. Donc la moitié des devises que nous avons, nous la donnons en papa à la France. Moi, je n'invente rien. Donc, c'est-à-dire que vous dites que vous vendez vos céréales au Nigeria. Supposons que vous vous êtes arrangé avec le Nigeria de vendre vos céréales en dollars. Parce que c'est plus facile d'aller acheter avec le dollar. Parce que si vous recevez le Naira, vous n'allez utiliser le Naira que pour réacheter au Nigeria. Ça peut être intéressant. Mais très bien, le Nigeria prend aussi le dollar. C'est pour ça que le dollar s'est imposé comme une des raisons, comme monnaie de transaction internationale. Supposons maintenant que vous prenez vos dollars et que les lois du franc CFA vous imposent de déposer la moitié de vos devises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pauvre cultivateur du Niger, il a fini de cultiver son riz,
il le vend. La moitié de ce qu'il a reçu, il donne à papa la France. Moi, je n'invente rien. Ce sont les accords de la zone franc CFA. Vous voyez donc le vice. Là, j'aime ce sujet parce que les gens comprennent concrètement ce que c'est que le franc CFA. Vous voyez donc ce qui se passe. Les gens comprennent concrètement ce que c'est que le franc CFA. Ils se privent des devises, oui, mais quand ils vont chercher ces devises, ils donnent la moitié au Trésor français. Avant, c'était 100%. Puis c'est devenu 60%. Maintenant, c'est 50%. Donc, vous comprenez comment un pauvre Africain va nourrir des riches Français. Vous trouvez ça normal? Donc, pour l'instant, ils sont en situation d'urgence et c'est plutôt normal qu'ils essaient de se dire que par rapport à ces devises, dont la moitié sera déposée au Trésor français, c'est quand même, il vaut mieux quand même qu'ils soient en bonne santé et qu'ils puissent assurer leur alimentation intérieure. Le moins de qualificatif qu'on puisse utiliser, qui est un euphémisme, même si je n'ai pas le droit de donner mon avis, c'est que c'est un système inique. C'est un système inique pour ces pays africains. Et dans la mesure qui accompagne cette mesure édictée par le gouvernement du général Tiani, on sent bien l'urgence. Parce que le gouvernement nigérien annonce également et promet de racheter aux agriculteurs nigériens au moins la moitié de leur production de cette année pour renforcer les stocks de sécurité. Parce qu'on est bien conscient des ravages des inondations que les inondations ont créés récemment, en détruisant des hectares et des hectares de production locale. L'objectif donc à court terme, c'est la sécurité alimentaire du Niger. Henri Atangna, comment on peut comprendre qu'un pays comme le Niger, qui va chercher dans les 2 millions de kilomètres carrés avec autant de terres arables, puisse avoir été régulièrement, comme par le passé, sujette et victime de pénuries alimentaires? En fait, ça tient à notre histoire, l'histoire néocoloniale. C'est-à-dire qu'on nous a imposé même ce qu'on doit cultiver d'une façon ou d'une autre, et on nous a imposé ce qu'on doit produire. Comme vous êtes jeune, vous avez l'impression que nous cultivons le cacao par choix. Non, on nous a imposé la culture du cacao avec des fouets. C'est-à-dire ton grand-père qui cultive le cacao, on le fouettait s'il ne cultive pas le cacao. Oui, c'est parce que nous ne connaissons pas notre histoire, même la plus récente. Pourquoi? Parce qu'eux avaient besoin du cacao à l'exportation. Mais eux n'avaient pas besoin de manioc, n'avaient pas besoin d'igname. Parce que si on avait exporté le manioc et l'igname, vous savez pourquoi on n'exporte pas ça? Le manioc, l'igname, le plantain, le macabo, le taro, et je peux y aller. Vous voyez la diversité culinaire. Mais les Européens ne se contentent que de la pomme de terre. Vous savez pourquoi? C'est pas parce qu'elle est beaucoup plus bonne, hein. Elle ne vaut pas les autres féculents. Mais c'est pour qu'on ne fasse pas concurrence à l'agriculteur occidental. C'est quand je vous ai toujours dit, la géopolitique, si vous ne comprenez pas l'économie et les finances, vous ne parlez pas de géopolitique. Quand le général de Gaulle vous dit, les pays n'ont pas d'amis, mais ils ont les intérêts, vous pensez que c'est des intérêts quoi? Ce sont les intérêts économiques. C'est-à-dire qu'on a privé tout un continent de la diversité culinaire mondiale pour préserver les intérêts de l'agriculteur. Parce que si nous on commence à leur vendre le manioc, le macabo, l'igname, le taro, ils vont acheter moins chez leurs agriculteurs et ils vont nous enrichir. Des agriculteurs occidentaux, Henri Atangna, qui bénéficient en tout cas de grosses subventions, notamment de l'Union européenne et même du Trésor américain. Exactement. Ensuite, d'abord, la première chose déjà, c'est qu'ils ne nous permettent pas de faire concurrence à leur agriculture. Pire, leur agriculture est très très souvent subventionnée.
Et ce qui fait que parfois, vous allez vous retrouver à des choses assez bizarres. Vous êtes au Cameroun, vous rentrez dans un supermarché, vous achetez 1 kilo de pâtes, mais ça coûte moins cher qu'un kilo de macabo ou qu'un kilo de manioc. Produit localement pourtant. Produit localement par quelqu'un qui a des coûts de production dérisoires. Et en plus, ces pâtes sont vendues. La production de blé, de la transformation de blé, du voyage, du péage, des taxes, et ça coûte beaucoup moins cher que le macabo, que l'igname, que le plantain. Et comme les gens ne comprennent pas l'économie, ils ne comprennent pas que c'est une façon de nous écouler leur surproduction. Et vous voyez les gens au Cameroun qui accourent dans les supermarchés pour aller manger des produits industriels, les pâtes alimentaires et tout. Parce que c'est nouveau. On a tout fait d'inscrire cette façon de consommer dans le registre de la modernité ou de la modernisation. C'est-à-dire que les masses de chez nous considèrent qu'on est moderne et qu'on est un homme de son temps parce qu'on consomme ces produits empaquetés et qui cultivés aux OGM. Et là, vous avez raison. Ça, c'est encore pire. Mais c'est désolant. C'est d'autant plus désolant qu'ici, les gens préfèrent, la majorité des gens qui ont, à part dans les grandes villes, Paris, Bruxelles et tout, mais dans toutes les villes secondaires, tout le monde a un jardin. Tout le monde mange les pommes de terre de son jardin, ici, parce qu'ils ont beaucoup plus confiance à ça. Tout le monde mange, vous savez, tous les condiments que les gens, tout le monde qui a un bout de terre ici, il y a du céleri, du romarin, toutes ces épices qui poussent dans son jardin. Il ne va pas acheter ça dans un supermarché. Parce qu'il préfère, parce que c'est mieux, parce qu'il y a le contrôle, parce qu'il n'y a pas de pesticides dessus. Quand vous voyez quelqu'un acheter ça dans un supermarché, c'est qu'il n'a pas de jardin. C'est qu'il n'a pas un potager. Vous savez que pour la consommation usuelle, un potager, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup pour soi-même. Sauf en hiver aussi, où on ne peut rien cultiver. Mais, qu'est-ce qu'il se passe dans les goûts des gens? À un certain moment, les gens pensent que le macabo, la pomme de terre, est un féculent moins bon que la pomme de terre. Pourquoi? Parce que dans leurs habitudes alimentaires, ça me rappelle, je bavardais avec quelqu'un je ne sais pas, je crois qu'il m'avait appelé du Cameroun, et je lui disais qu'il faut manger beaucoup de légumes, c'est bon pour la santé. Quand j'étais petit, que mon père me disait ça, je ne comprenais pas. Alors que les légumes agissent dans l'estomac comme un protecteur de toutes les autres choses qui sont dures. Il faut absolument manger beaucoup de légumes. Et je lui disais, je mange des haricots verts. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, il n'y a pas ça ici. Je lui dis, je parle de haricots verts parce que je suis ici, mais au Cameroun, je vais manger les feuilles de manioc, le zong, le folon et tout. Il y a des légumes localement. Mais c'est parce que je suis en Europe qu'il n'y a pas ces légumes que je mange. Mais manger des légumes, tous les légumes se valent. Que ce soit des feuilles de manioc, que ce soit les feuilles de macabo, les légumes se valent. Mais dans la tête des gens, les feuilles de manioc sont des légumes moins bons que les haricots verts. Alors que les feuilles de manioc sont beaucoup plus riches en fer, en fibres, que toute autre forme de légumes. Mais vous allez dire ça à quelqu'un qui est au village, qui voit ça tous les jours, il ne se rend pas compte. Mais le jour où on le met à Paris et qui dit « je veux manger les feuilles de manioc » ou le gombo ou n'importe quoi, quand il voit le prix à Paris, il va comprendre. Dans l'imaginaire des gens, le prix est en rapport avec la qualité. Non! La première règle que vous devez comprendre dans l'économie, que le prix est en rapport avec l'offre et la demande. Quand vous êtes chez nous, au Cameroun, dans un village, les feuilles de manioc sont des légumes que vous trouvez partout. Forcément, ça n'a pas de valeur marchande. Si vous arrivez à Paris et que vous allez dans un magasin africain, on vous donne le prix d'un demi-kilo de feuilles de légumes, vous tombez à la renverse. Voilà, c'est la loi de l'économie. Et alors, comme vous étiez en train de dire, les gens commencent à penser qu'un type de comportement alimentaire est de la modernité. Je vous assure qu'ici, personne ne pense que c'est notre façon de manger en Afrique qui est enviée par tout le monde dans le monde. Mais on ne nous apprend pas ça.
Vous arrivez ici, vous vous amusez à manger comme en Europe ici, vous prenez 10 kilos en 3 mois. Allez dans un village et allez me montrer quelqu'un qui est obèse, chez nous. Je vis dans votre village, montrez-moi quelqu'un d'obèse. Ça Tout le monde n'existe pas. sort à le ventre plat, il est svelte, il est musclé, il va au champ tous les jours. Il a meilleure santé que n'importe qui en ville. En ville, ils souffrent tous d'hypertension, de maladies bizarres, même jeunes. Et ils ne sont pas convaincus que la bonne façon de vivre, en tout cas de se nourrir et d'avoir de l'activité physique, c'est celle du village. Et le gars du village est convaincu que celui qui revient de la ville avec un gros ventre, c'est parce qu'il est riche et que c'est normal d'être obèse. Alors que c'est les signes de mauvaise santé. Voilà. C'est assez grave et c'est bien plus que caricatural. C'est une copie, c'est une peinture de la réalité que vous faites et qui finalement choque un peu. Surtout que c'est des clichés qu'on voit tout autour de nous. Et autant mieux se dire, Henri Atangla, que les économies et les agricultures, notamment des pays en Afrique au sud du Sahara, se ressemblent, à quelques exceptions près. On a des unités de climat et des unités culturelles. On a des éléments sur lesquels on peut avoir quelques spécifications, mais on a sensiblement le même type d'agriculture, sensiblement les mêmes types de consommation. À quoi ça renvoie donc quand, par exemple, un leader ou des décideurs, des hommes politiques viennent vous parler de travailler à l'avènement de l'agriculture de seconde génération chez nous? Ça recouvre quoi concrètement? Et pour des pays tels que ceux de l'AES dont on parle ce matin, ça pourrait être quoi le bout de la transition dans laquelle on est engagé aujourd'hui? Ça pourrait être quoi la mission de la révolution agricole? Il faut savoir que quand un homme politique parle, c'est lui seul qui sait ce qu'il est en train de dire. Moi, je peux juste vous dire ce que je pense. Ce que je pense est que nous devons passer à une autre agriculture en Afrique. On quitte l'agriculture de la machette. Il faut mécaniser. J'ai dit mécaniser. Je n'ai pas dit industrialiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que votre grand-père aille au champ, la machette, quand vous allez utiliser la machette pendant 30 ans, 40 ans, à 50 ans, vous avez des rhumatismes parce qu'il y a eu trop de vibrations dans votre main. Et il n'y a personne pour contrôler ça. Vous savez, ici en Europe, par exemple, les gens qui travaillent dans les rues avec des marteaux-piqueurs, ils ont des indicateurs qui calculent le nombre de vibrations qu'ils subissent et ils arrêtent pour ne pas avoir des rhumatismes quand ils meurent. Qui calculent le nombre de vibrations qui rentrent dans la main de votre grand-père quand il tape la machette. Personne. Il y a moyen, mais voilà, il y a moyen de créer des machettes avec un accéléromètre qui calcule le nombre de vibrations. Parce que c'est la même chose qu'on met dans les marteaux-piqueurs, le nombre de vibrations. Voilà, il y a moyen de le faire. Mais bon, personne ne le fait. Parce que les ingénieurs chez nous finissent en cravate, dans un bureau, ils ont tout oublié de ce qu'ils ont appris. Voilà, et ils pensent que c'est le blanc qui va venir mettre dans la machette de son grand-père un accéléromètre qui va calculer le nombre de vibrations et dire aujourd'hui, la quantité de vibrations qui est rentrée dans notre main est suffisante. Sinon, à 50 ans, tu seras avec des rhumatismes et des doigts qui ne bougent plus bien parce que les cartilages des doigts auront été abîmés. Voilà. Ça c'est un exemple. Non, mais je pense que ça va être mécanisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec des tracteurs. Que ça passe des mini-tracteurs qui ne coûtent rien à des grands tracteurs pour de grandes superficies. Et produire beaucoup plus par unité de producteurs. Ça, c'est ce que j'appelle l'agriculture mécanisée. Si les hommes politiques entendent par une agriculture de nouvelle génération ce que je dis, je suis d'accord avec eux. Mais s'ils entendent autre chose, je ne sais pas. Moi, je ne crois pas beaucoup. Nos parents n'ont pas eu besoin de pesticides et tout. Ceci étant, quand les grosses quantités d'espace sont en jeu, les techniques d'agriculture deviennent beaucoup plus complexes. Parce que je vous assure, ce n'est pas la même chose de travailler un hectare de maïs, de blé, ou de travailler 100 hectares de blé. Parce qu'il y a des problèmes de maladies qui peuvent attaquer l'agriculture, il y a les problèmes des rongeurs, il y a beaucoup de problèmes qu'il faut résoudre. Mais je pense qu'il faut résoudre ça avec le respect de la nature.
Parce qu'on ne va pas se retrouver dans une situation où on a utilisé tellement de pesticides qu'il n'y a plus d'abeilles. Et quand il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de pollinisation. Il y a donc difficulté dans ce genre de contexte à ce que les plantes se régénèrent. Pire encore, les bêtises qu'on a vues dans certains pays du monde qui font de l'agriculture génétiquement modifiée. Et l'écologie n'est pas une science qu'on viendra apprendre aux Africains authentiques parce que c'est chez nous qu'on a le meilleur rapport avec la nature. Henri Atangana, on a été choqués en 2002 au démarrage de la crise russo-ukrainienne, du conflit en tout cas entre la Russie et l'Ukraine, que les premières répercussions économiques soient l'approvisionnement de céréales et notamment de blé sur les marchés africains. Et des boutades comme ça ont émergé dans les milieux populaires au Cameroun où justement même les grands-mères venaient à se demander et à faire le rapport. Comment est-ce qu'une guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui sont si lointains de nous, pouvait avoir des impacts sur les prix et l'inflation chez nous localement? Comment on fait pour en éviter, pour ne pas en arriver là? Henri Atangana, je garde cette question pour vous, le temps d'accueillir ce téléspectateur qui frappe déjà aux portes de For You matin. Téléspectateur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, M. Parga. Permettez-moi de saluer votre invité qui nous saluer comme ça, papa Henri Atangana. Et ce matin, le sujet que vous avez partagé est un sujet très, très intéressant dans le document stratégique. Et papa Henri Atangana, là, qui vient expliquer, qui vient analyser vraiment. Parce que nous souffrons, parce que les différents politiques qu'on a mis en place, ils ont conditionné ainsi, comme il est actuellement à cette là. Parce que vous savez que il y a ce qu'on appelle les grèves. Et l'Occident, il y a différents différents publics à côté. Parce que c'est nous ça. Il faut garder. On nous fait bien. On a commencé avec le prêt, les ancêtres, je suis malheureusement, mon cher, obligé d'interrompre cet appel parce que la qualité téléphonique n'est pas très bonne et qu'on vous entend presque pas du tout. Le temps qu'on règle ce problème de réseau, on va accueillir cet autre téléspectateur qui lui aussi est déjà en ligne. Allô, bonjour. Peut-être qu'il nous reviendra tout à l'heure, ce téléspectateur qui était déjà en ligne. Je rappelle que les codes d'accès sont les mêmes et ils sont déjà affichés au bas de votre petit écran. Vous appelez et vous participez à cette discussion pour laquelle Henri Atangana a posé toutes les bases, enfin l'essentiel des bases de compréhension qui nous ramène précisément au sujet économique qui se cache derrière les mesures prises par les dirigeants de l'AES, celle de nationaliser la production des céréales et de destiner cette production exclusive au marché intérieur. Pour l'instant en tout cas, solution transitoire selon Henri Atangana. Je reviens à vous Henri Atangana. Comment on a donc pu expliquer ce choc qui, justement, nous a ramené à comprendre que la guerre entre la Russie et l'Ukraine pouvait avoir des répercussions sur l'inflation et sur la production alimentaire chez nous. C'est le caractère totalement extraverti de nos économies et de nos modes de consommation qui explique peut-être cela. Oui, d'abord, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de nous faire croire que nos modes de consommation n'étaient pas modernes, comme vous avez dit. Donc, on nous a
tourner vers d'autres modes de consommation sans qu'on ne s'en rende compte. Je veux dire, est-ce que vous savez que l'un des féculents et le seul féculent qu'on a en Europe, c'est la pomme de terre? Alors, on va le manger sous forme de purée de pommes de terre, on va le manger sous forme de frites, on va le manger sous forme de terre, on va le mettre au four, on va le manger sous forme de... Mais ça sera quand même que de la pomme de terre. Alors, quand vous allez chez nous en Afrique, vous avez le plantain que vous pouvez manger à l'étuvée. Vous pouvez le manger sous forme de frites. Vous pouvez manger sous forme de purée. Les gens oublient souvent que nos grands-parents faisaient la compote de plantain. J'ai souvent vu des trucs assez bizarres. Quelqu'un quitte le Cameroun, il ne mange pas la compote de plantain mûre. C'est-à-dire, on fait mûrir du plantain quand il est déjà sucré. On fait une sorte de compote, les Ewondo appellent ça un fou. Un fou, ça dépend si on est Ewondo, Boulou, ou tu vois, au fond et tout ça. Donc on va dire un fou, mais s'il y a un fou, très bien. C'est une compote excellente. Mais je vois des gens qui ne mangent pas ça au Cameroun, qui arrivent en Europe, qui mangent la compote de pommes. Ce qui est la même chose, en moins bien. Ils sont épatés par une compote qu'ils trouvent en Europe, mais les compotes qu'il y a en Afrique, ils ne mangent pas. Je vous donne un autre. Il y a une purée très célèbre chez les Basak, on a la purée de macabo. Excellent. Vous pouvez faire le macabo, vous le faites bouillir, vous faites une purée et vous mettez les épices que vous voulez. Les gens n'en prennent pas conscience, mais ils vont manger la purée de pommes de terre. C'est la même chose, c'est-à-dire que je fais bouillir la pomme de terre, je fais de la purée, je mets des épices. Au Cameroun, ils considèrent que ce n'est pas moderne, une purée de macabo, je ne sais pas sur base de quoi. Et en Europe, quand on leur donne la purée de pommes de terre, ils sont heureux. Je peux vous penser, comme je vous ai dit, le mec qui mange des haricots verts, pour lui c'est bien, mais il pense que les feuilles de manioc, c'est pas bien. Les feuilles de manioc, ils sont beaucoup plus riches en fer et beaucoup plus riches en fibres. Et il y a une diversité de légumes chez nous, telle que, et le corps humain comme ça, il aime la diversité. Les gens ont fini par nous faire croire que ce qui est mangé chez nous est moins bien que ce qui est fait en Europe. Et je ne sais pas. Et donc, il y a eu détournement de comportement alimentaire. Et ce détournement n'est pas un détournement naïf. C'était pour qu'ils écoulent leur quantité de blé. On s'est retrouvé avec les habitudes comme manger du pain au petit déjeuner le matin, ce que nos grands-parents ne connaissaient pas. On se retrouvait allez regarder l'importation de farine de blé. Vous allez me dire, pourquoi pas? Mais si on a du goût à la farine de blé, produisons nous-mêmes le blé. Ah non, subtilement, en même temps qu'ils détournaient nos consommations alimentaires, ils nous imposaient les leurs. Ceux qui me suivent sur ce plateau, je vous avais dit que celui qui est riche, ce n'est pas celui qui achète. Celui qui est riche, c'est celui qui vend. Quand vous achetez une grosse voiture, c'est pas que vous marchez avec. Au Cameroun, on dit que vous êtes riche. En Europe, quand vous achetez une grosse voiture, on dit que la marque de la voiture, le propriétaire de cette usine est riche. Vous ne connaissez pas les fils de Enzo Ferrari ou des Maserati. Vous ne connaissez pas leurs enfants, vous ne les voyez nulle part. Pourtant, quand vous roulez dans cette voiture-là, qui est l'une des plus chères au monde, les Maserati, les Ferrari, les Lamborghini, ceux qui vous enrichissez les producteurs. Et vous ne les voyez pas. Vous les avez dans les réseaux sociaux, on vous dit qu'ils sont milliardaires. Pourtant, vous achetez leur voiture à des milliards. Et ça revient à des familles discrètes. Et c'est vous qui achetez la voiture et vous roulez avec, vous dites, je suis riche. Non, ce n'est pas vous qui êtes riche. C'est celui qui vous vend cette voiture de luxe. Et c'est très facile de voir souvent un Camerounais, il pense qu'il est riche parce qu'il a une belle voiture. Parce qu'on ne connaît pas encore la richesse. Non, celui qui est riche, c'est le vendeur. D'ailleurs, regardez un peu au Cameroun, nos cousins de l'Ouest. C'est-à-dire qu'au Sud, nous, on a l'impression qu'on est riche parce qu'on va acheter chez eux, dans leur boutique. Eux, pratiquement, ils sont riches parce qu'ils vendent. Même si c'est ce qu'on appelle du buy and sell, qu'on appelle aussi du buy and sell, parce qu'ils ne produisent pas. Il n'y a pas, dans ces activités-là, il n'y a pas ce qu'on appelle d'ajout de plus-value. La plus-value liée à la production ou à la transformation d'un bien. Exactement.
Ce type de production est donc appelé du buy and sell, qu'on appelle vulgairement chez nous Bayam Salam. Buy and sell, j'achète, je revends. Et qui a donc très peu d'impact sur la macroéconomie. Exactement, exactement. N'en fait que, c'est eux qui vont accumuler de l'argent parce qu'ils vendent. Donc, tout le monde doit pas être un Bayam Salam. Mais on a besoin de ça pour distribuer les produits. Il faut bien des vendeurs, des acheteurs-vendeurs pour que vous vous retrouviez avec le manioc à Yaoundé. Il faut que le cultivateur en village. On en a besoin pour la fluidité de l'économie, de la distribution des produits. Mais c'est pour faire comprendre aux gens que dans le détournement de nos habitudes alimentaires se cachait le fait qu'on nous vende les produits. Le Sibassi, c'est clair que si vous mangez le manioc, le macabo tout le temps, le jour où on vous apporte, j'étais épaté un jour parce que j'étais au Cameroun, j'avais parlé avec une fille qui disait qu'elle voulait manger une pizza. Parce qu'ici en Europe, en général, la pizza, c'est quand vous êtes fatigué et vous allez au supermarché, vous prenez, vous tapez ça dans le four et puis vous mangez. Donc et alors au Cameroun, il paraît que c'est considéré comme un aliment de luxe. J'ai rien compris. Mais en fait, c'est parce que comme on n'a pas l'habitude, c'est nouveau, les gens considèrent ça comme un élément de luxe. Mais si, franchement, la pizza, c'est quand t'as rien à faire, tu as envie de dire, c'est quoi? Parce que c'est un bout de pain avec de la sauce tomate. C'est tout. Après, on va mettre quelques olives, des oignons, un peu de champignons. Franchement. Donc, globalement, c'est ça. Donc, on nous a détourné nos habitudes alimentaires pour nous vendre des produits. Parce qu'à la limite, on peut aimer le blé. Alors, on le cultive nous-mêmes. Et là, on pourrait parler longuement aussi, et ce serait trop long, ce n'est pas le but de l'émission, mais demandez-vous ce que la saut de blé est devenue. Saut de blé 1 et saut de blé 2, qui avait pour but de produire le blé pour notre consommation au Cameroun. Je prends l'exemple du Cameroun là parce que je le connais. Il n'y a pas eu que saut de blé 1, saut de blé 2, il y a eu Kamsuko, on sait ce que c'est devenu un échec, il y a eu dans le registre alimentaire, il y avait saut de blé, il y avait Semri. Qu'est-ce que c'est devenu? Alors, on ferait toute une émission pour vous expliquer comment ces sociétés avaient été torpillées. Mais je dis bien torpillées parce que comment Kamsuko meurt? Je vais prendre juste cet exemple pour que les gens comprennent. Quand Aïdjo constate que nous consommons du sucre, se dit, nous devons le produire, c'est plus facile parce qu'on a tout pour le faire. À ce moment-là, qui fournit le sucre au Cameroun? C'est la société Grand Moulin de Paris. Et quand Aïdjo a cette idée, la société Grand Moulin de Paris se dit toujours, il y a un marché que je suis en train de perdre. Mais Aïdjo a eu la naïveté. Si vous allez regarder les documents de la SNI, c'est justement la société Grand Moulin de Paris qui devait mettre en œuvre la société Kamsuko, qui faisait concurrence au sucre venant de France. Vous étiez encore trop jeune à l'époque. Est-ce que vous savez qu'un kilo de sucre venant de Kamsuko coûtait beaucoup plus cher qu'un kilo de sucre venant de France, qui avait été produit en France, qui avait voyagé, qui avait payé les douanes? Kamsuko est mort. Ça, rien que pour analyser ces sociétés agricoles qui avaient été créées à l'époque d'Aïdjo, on ferait des émissions. C'est comme ça que Kamsuko a été tué. C'est comme ça que Saut de blé a été tué. On confie Saut de blé, Aïdjo confie la société Saut de blé à la même société qui faisait de la farine de blé et qui la vendait dans le monde en France. Il a la naïveté de penser que celui qui vient te vendre le blé peut t'aider à produire du blé. On sait ce que c'est devenu Saut de blé. Vous voulez que je vous donne un autre exemple? Mais là, ce ne serait pas dans les sociétés agroalimentaires, c'est la Sonara. Avant la Sonara, nos produits pétroliers venaient de F, Total F qui distillait au Gabon. Et Aïdjo va avoir la naïveté de penser que la même société, Total, va venir aider le Cameroun à avoir une société de raffinerie de façon à se couper de la manne venant de F. Qu'est-ce qu'on a reçu? Qu'est-ce que Sonara est? Même, c'est-à-dire que ils ne nous produisent même pas en essence, en gasoil et tout. Même le goudron avec lequel on bitume les rues, j'espère que vous savez que le goudron est un produit pétrolier. Il n'y a pas d'unité de transformation de pétrole en goudron.
nous sommes encore obligés d'aller acheter le goudron. On nous a livré une petite société, on appelle ça du topping reforming. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc de base qui ne sert à rien. Ça a quand même coûté, pour vous donner des centaines de millions d'anciens francs CFA, parce que le franc CFA n'était pas dévalué. Donc quand vous lisez les documents à cette époque, multipliez au moins par 2 et ajoutez l'inflation pour avoir le coût. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que la Sonara au Cameroun, quand on l'a construit, elle est la raffinerie la plus chère d'Afrique. Mais la moins moderne. Parce qu'on nous a livré n'importe quoi pour avoir n'importe quoi. Conséquence, aujourd'hui, nous sommes encore en train de payer des subsides pour avoir des produits pétroliers. Parce que, mais à l'époque, on était compréhensible. Le Cameroun sort des indépendances. On a des envies, mais on n'a pas encore, on ne comprend pas ces choses-là. 60 ans plus tard, 60 ans plus tard, on les a clairement compris. On devrait pouvoir avoir changé de paradigme ou alors de trouver des parades, en tout cas, pour contourner ces vices ontologiques qui... On doit pouvoir. Mais est-ce que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui comprennent? Ça, c'est la question. C'est la question qui demeure en effet. On va accueillir ce téléspectateur. Beaucoup sont nés encore avant les indépendances. Donc ils ont le mode, ils ne fonctionnent pas comme nous qui sommes nés après les indépendances, parce que je suis votre grand frère, mais je suis quand même né après les indépendances. Je ne suis pas né avant. Mais beaucoup d'entre eux sont nés bien avant les indépendances. Merci Henri Atangla. On va accueillir ce téléspectateur qui nous a...